Merci, Dr Guerabi. C'était une présentation très enrichissante. Vous avez insisté sur une notion qui est très très importante pour nous néphrologues, c'est l'aspect de récidive. Récidive dans 50% des cas, dans les 5 ans, Absolument. chez un tiers des patients. Absolument. Et c'est ce qui nous pose problème quotidiennement. Donc on va passer sans plus tarder aux questions. Il y a une question qui a été posée sur la plateforme en ligne par le docteur Chaimi. Est-ce qu'on peut utiliser la tamsulosine chez l'enfant de 8 ans et à quelle posologie, si vous avez une... Absolument, oui. En urologie, on prend en charge aussi l'enfant, l'urologie pédiatrique, et les alpha-bloquants, en particulier la tamsulosine, c'est la société américaine qui préconise plutôt la tamsulosine que la fusosine, mais on a des confrères qui se spécialisent dans le traitement endourologique de l'enfant et qui prescrivent couramment la tamsulosine, en sachant que la particularité de l'enfant, c'est qu'il a un uretère qui est plus compliant que celui de l'adulte. Donc en fait, c'est un point positif. L'enfant va avoir la capacité, par la compliance de son uretère, d'évacuer d'éventuels fragments résiduels beaucoup plus gros que chez l'adulte. Donc oui, tout à fait, on peut prescrire la tamsulosine chez l'enfant. Très bien. Alors, on passe aux questions. Et n'oubliez surtout pas de répondre au quiz, s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir les résultats après avec Dr Guerabi. Pour le traitement par alpha-bloquant, quelle est la durée du traitement? Et j'ai une deuxième question. Par rapport à l'utilisation aussi des alpha-bloquants, faudrait-il penser à réduire les doses des antihypertenseurs vu l'effet hypotenseur supplémentaire des alpha-bloquants? Merci pour votre question. Alors pour ce qui est de la deuxième question, est-ce qu'il faut réduire ou pas? Je ne saurais vous répondre. Il faut voir ça. Est-ce que ce traitement va déséquilibrer la tension du patient? Mais vous avez évoqué la tamsulosine et c'est une partie de la réponse. La tamsulosine est très sélectif. C'est un alpha-bloquant qui est très sélectif, qui est plus sélectif que l'alfusosine ou que la doxazosine. Donc il va avoir très peu d'effets secondaires concernant les hypotensions que vous évoquez. D'ailleurs, il est aura MM, mais c'est le traitement le plus utilisé par les urologues. Concernant votre première question, qui est la durée du traitement, dans la littérature, dans la revue de la littérature ou bien la méta-analyse que je vous ai proposée, celle de la Cochrane, il n'y a aucune recommandation sur la durée, il n'y a aucun consensus. Mais les avis d'experts disent qu'il faut être sur du 15 jours à 1 mois de traitement et ne pas renouveler. Parce que il faut bien comprendre, il faut être un petit peu flexible sur la taille du calcul. On dit bien qu'un calcul inférieur à 10 mm peut être expulsé. Donc on va prescrire la tamsulosine ou l'alfusosine, mais ça ne prend pas en compte les effets inflammatoires de ce calcul. On peut très bien imaginer un calcul de 4 mm, de 3 mm, qui va créer un bourgeon inflammatoire autour de lui, dans l'uretère, et qui va obstruer plus qu'un calcul de 10 mm, de 12 mm. Donc c'est un petit peu au cas par cas, et c'est pour cette raison que ce genre de considération n'a pas été évalué par les études, par la méta-analyse que nous avons citée, donc il n'y a pas de recommandation en ce sens. Classiquement, 15 jours à 1 mois, pas plus. Très bien. Alors, une deuxième question pour Dr Saïdi. Bonjour, j'ai 2 questions. Je me présente, je suis Dr Saïdi, néphrologue. Donc j'ai 2 questions. La première question est, est-ce qu'il y a des indications où, il y a des lithiases où on ne pose pas d'indication opératoire? On les laisse tranquilles. Parce que j'avais 2 cas, bien 3 cas, et je les ai présentés aux urologues et on m'a dit, vous laissez les lithiases tranquilles et absolument, il vit avec. Oui. Tout à fait. Donc je vais vous répondre en revenant aux recommandations de l'EAU. L'EAU recommande le watchful waiting. On appelle ça le watchful waiting pour des calculs qui sont inférieurs à 5 mm. Donc le calcul doit absolument être inférieur à 5 mm. Il doit être muet cliniquement, c'est-à-dire qu'il ne doit pas donner de douleur, il ne doit pas se déplacer, provoquer d'obstruction, et être caliciel inférieur. C'est l'indication de choix du watchful waiting, d'autant plus chez les patients morbides. Un patient morbide qui est obèse, qui a des complications, d'éventuelles complications opératoires, qui peut donner lieu à d'éventuelles complications opératoires, on va être plutôt dans le watchful waiting. Mais il faut retenir qu'au-delà de 5 mm,
En gros, on intervient. Pour votre deuxième question, La deuxième, Oui. je ne l'ai pas encore posée. D'accord. Donc, la deuxième question, chez un enfant qui présente deux lithiases de 10 mm avec une densité inférieure à 500 UH, quelle est l'indication urologique dans ce cas? Donc, des lithiases obstructives, deux lithiases, donc une piélique et la deuxième, j'ai oublié à quel niveau, et une densité inférieure à 500 et les deux sont de 10 mm. D'accord, donc elle est de 10 mm, elle est piélique, elle est quand même obstructive. Oui. Elle est sous-piélique. Elle est piélique. La première, elle est piélique, la deuxième, j'ai oublié à quel niveau elle est. D'accord. Alors, il y a ceux qui posent l'indication de la LEC, mais est-ce qu'il est préférable de faire la scopie, l'urétéroscopie? Tout à fait. La première indication, c'est l'urétéroscopie. C'est le gold standard. Pourquoi? Parce que si on peut tout à fait proposer la LEC. La LEC, c'est une technique qui est délaissée ces dernières années. D'une part, parce que l'urétéroscopie, ça va permettre de travailler de visu. Macroscopiquement, on va regarder, on va voir ce calcul. Du point de vue macroscopique, déjà, on va évaluer la nature du calcul. On a des éléments de présomption macroscopique. Deuxième argument, on va fragmenter le calcul sous contrôle visuel. On va vaporiser, on va laisser aucun fragment résiduel en place. Et troisièmement, ça va nous permettre de mettre une sonde JJ et de récolter des fragments pour une éventuelle étude spectrophotométrique qui va participer à l'enquête étiologique et permettre de traiter la lithiase. D'autant plus que vous parlez d'un enfant, l'enquête étiologique est obligatoire. De l'autre côté, en opposition, la LEC, ça sera à l'aveugle. Donc on va fragmenter sans voir ce qui se passe. On va laisser des fragments descendre tout seuls. Ça peut donner lieu à, on appelle ça une Steinstrasse, c'est un empierrement urétéral, ça peut donner plusieurs complications. En plus, chez l'enfant, vous êtes pratiquement obligé de faire une sédation ou une AG, donc on est un petit peu agressif, il vaut mieux aller le chercher à l'urétéroscopie. Très bien, alors il nous reste pile poil 4 minutes, donc ça va être rapide. Top question, top réponse. Parfait. Donc très rapidement, un tout petit commentaire, 30 secondes. Par rapport aux chances d'expulsion spontanée des calculs, il y a un point très important qu'il faut aussi prendre en considération, c'est la constitution du calcul lui-même, parce que si on voit par exemple des calculs de Wedelit, comment ils sont constitués, même un calcul de 4 mm, 4 mm et demi, 5 mm risque de prendre longtemps et d'être très très douloureux. Par contre, de la wéwélite ou de la cystine va être éliminé beaucoup plus facilement. Le commentaire. La question par rapport aux lithiases sur un unique. Lithiase sur un unique, quand on a une lithiase qui fait 3-4 mm, quelle est votre approche? Quelle est votre attitude? Wait and see ou qu'est-ce que vous proposez? Merci. Je vous en 35 secondes, 65 centimes. Alors par rapport à votre commentaire, je suis tout à fait d'accord, je n'ai rien à ajouter. Concernant la lithiase de 3 à 4 mm sur un rein unique, pour nous l'attitude c'est la même que si c'était pour un personnel navigant, pour un pilote. On n'a aucune tolérance par rapport à ça. Calcul de 2 mm, on va le chercher. Parce que la recommandation, ils disent on peut attendre jusqu'à 4 mm. Voilà, 4 mm. Ça, c'est les recommandations, mais ce patient doit être dans un milieu hospitalier. On doit avoir un scanner qui est accessible, on doit avoir un bloc d'urologie pour faire une montée de JG en cas d'urgence. Je ne sais pas si on peut réunir ces conditions. C'est pour cela qu'on est très peu tolérant avec ce genre d'indication. Les conditions d'étude idéales. Impossible. Absolument. C'est comme pour le personnel navigant. Pour les aviateurs, par exemple, un calcul de 2 mm est une indication opératoire. Même si on imagine bien que 2 mm, la probabilité d'obstruction est faible. Mais c'est une indication claire. Tout à fait. Pardon. Par rapport à l'analyse morphologique en période, en général, ce n'est pas mentionné sur les comptes rendus d'urologue. Lorsque vous faites la vaporisation, on n'a aucun fragment à analyser. Mais l'étude morphologique, parfois, elle est primordiale. Alors non, oui, tout à fait d'accord avec vous. Il faut absolument vous parler de l'analyse macroscopique. C'est ça, du calcul de visu. Oui, on a des éléments de présomption visuelle, mais c'est obligatoire de signaler ça dans le compte rendu. On doit signaler le type de calcul, la morphologie, la couleur, est-ce que ça ressemble à un oxalocalcique de type 1, de type 2, la densité. J'ai parlé tout à l'heure d'un petit problème concernant la densité du calcul, un calcul friable, non friable. Donc il faut absolument mentionner ça dans le compte rendu. Dans les règles de l'art, on doit le faire. Maintenant, est-ce que ça se fait quotidiennement? Je ne peux pas savoir. Peut-être pas avec tous, mais... Voilà, mais il faut le faire, vous avez raison. C'est le premier pas de l'analyse de l'enquête étiologique.
c'est une présomption macroscopique. Ça serait bien parce que dans cette vision de journée thématique comme celle-là, où on a vu néphro, diététique, uro, radio, ça serait bien par exemple qu'on développe dorénavant des checklists, pas au point d'avoir des recommandations parce qu'on est peut-être un peu loin, le terrain ne s'y prête pas, mais par contre un checklist qui sera rempli par tous les acteurs dont on a vu, y compris nous qui jouerons probablement le rôle d'un nutritionniste, malheureusement, en attendant le développement de la nutrition lithiase, probablement avec peut-être une collaboration en pratique. Donc ça serait bien qu'on aurait éventuellement, et ça sera une tâche importante pour le club des jeunes néphros, d'avoir un checklist, tous les calculs qui seront opérés, ils seront décrits macroscopiquement par les urologues selon une description identique, le bilan identique, c'est-à-dire tous nos malades auront le même bilan, pour au final avoir un pool de patients à discuter ensemble, à faire probablement comme faisaient déjà ou comme font les Français des RCP entre nous. Pas la peine d'être des champions, des experts, pas la peine, mais on s'entraide entre nous. Un qui fait de la cristallurie, un bilan standard qu'on va voir ensemble l'après-midi après le déjeuner. Je sais que vous avez vraiment faim. Et un urologue bien avisé, parce qu'il sait qu'est-ce qu'on cherche nous, et il sait qu'est-ce qu'il fait lui-même. Le radiologue aussi à côté. Normalement, on aura un très bon résultat au final. On vous invite à un déjeuner, mais apparemment, il y a une autre question qui risque de vous bloquer. Quels seraient les risques de faire une lithotripsie en cas de trouble de la crasse sanguine? Très bien, très bonne question. J'aimerais, avant de répondre à votre question, si vous me le permettez, de rebondir sur ce qu'a dit notre confrère et dire que c'est une excellente idée. C'est ce qui devrait être fait. D'ailleurs, sur d'autres cieux, la RCP lithiase existe, mais on peut très bien imaginer, à travers votre association, le Club des jeunes néphrologues algériens, émettre un tel papier. Et on est prêt à collaborer avec vous, que ce soit par le biais de l'Association algérienne d'urologie ou autre, pour standardiser et un petit peu poser les premiers jalons à une standardisation dans les comptes rendus par rapport à l'aspect macroscopique, par exemple. Pour répondre à votre question, la lithotripsie extracorporelle, le principe de la technique, c'est de focaliser une énergie des ultrasons sur du parenchyme rénal. Il y a même des études qui ont été faites sur des modèles porcins, sur des porcs. Ils ont fait des scintigraphies en post-LEC. Ils ont trouvé qu'il y avait une perte de fonction rénale après les séances de LEC. Donc on agresse, on tue des néphrons en faisant la LEC. Et vous imaginez bien qu'il y a des lésions. Donc après avoir sacrifié ces animaux, ils ont trouvé même des lésions anapathes caractéristiques, des lésions macroscopiques caractéristiques des ondes ultrasonores. Donc vous imaginez bien qu'un trouble de la crasse sanguine va provoquer des hématomes, va provoquer des hématomes extra-rénaux, va provoquer des hématuries, va provoquer ce type de complications qui peuvent être très graves. D'ailleurs, c'est la principale contre-indication de la LEC, avec la femme enceinte. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, encore une fois, Dr Guerabi, pour la discussion très riche. Atek Saha. On vous invite à un déjeuner, pas tous, certains. Oui, très bien. Juste une demi-seconde avant pour le quiz. Vas-y, Dr Guerabi. Alors, je dois répondre au quiz. Donc, oui, la première question. Commentaire, vas-y. Commentez le quiz. La première question qui était: quels sont les critères à prendre en charge dans le choix du traitement urologique d'un calcul rénal? Comment indiquer? Bien sûr, la taille, c'est un critère qu'il faut évaluer. On n'a pas les images. La localisation, la densité et la morbidité du patient. Sur tous les gens qui ont répondu, on voit qu'aucun n'a coché densité. La densité, c'est quand même un critère très important pour poser l'indication thérapeutique. Une lithiase à 1500 unités Hensfield, on ne va pas se comporter avec elle comme une lithiase urique à 500 unités Hensfield. Pas de dessert pour aujourd'hui. Pas de dessert. Pour ce qui est de la deuxième question, qui est la suivante: quels sont les types d'énergie utilisés pour la fragmentation du calcul urinaire? Le laser holmium-YAG, le laser thulium, l'ultrason et le balistique. Donc toutes les réponses ont été cochées, sauf le laser holmium-YAG, qui est le laser le plus répandu. Donc c'est juste un type de laser. L'évolution de ce laser, c'est le thulium. Donc c'est un laser qui est beaucoup plus efficace. Il existe en Algérie. Il est très peu répandu, mais il existe. Ça vous permet de fragmenter un calcul qu'on aurait fragmenté en 40 minutes. Avec le thulium, vous le fragmentez en 10 minutes, en 5 minutes. Voilà, donc c'est l'évolution. Ça reste pas de dessert, laser. pas de plat. Encore une fois, pour la troisième et dernière question, pour passer à l'entrée, c'est
Quel est le traitement urologique recommandé pour un calcul rénal de 30 mm, une densité 1300 unités ensuite? Donc voilà, tout le monde a eu juste, tout le monde peut dîner, c'est la NLPC, peut déjeuner. Merci à vous. يعطيكم الصحة.